Bienvenue à tous. Alors, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité pour cette conférence. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de regarder l'effet principal qu'a le carbone suit sur le climat, qui est de réchauffer l'atmosphère, puisque, on va vous montrer dans ces transparents, le carbone suit absorbe de manière très forte la radiation solaire. Alors, l'exposé est en 4 parties. Tout d'abord, je vais vous donner une description du carbone suit, de ses propriétés et l'orienter un peu vers la modélisation. Ensuite, je vais passer en revue les mesures des propriétés du carbone suit, desquelles sont dérivées la modélisation que l'on fait, pour aller vers l'état de l'art de la modélisation des aérosols, parce qu'on ne peut pas traiter le carbone suit en isolation. Je vous expliquerai pourquoi d'un point de vue optique. Et quel est le forçage radiatif de carbone suit. L'enjeu n'est ni plus ni moins d'adapter les politiques pour combattre le réchauffement climatique et d'avoir en ligne de mire les bons composés qui perturbent le climat. Comme l'a dit Édouard ce matin, le carbone suit, on pense, est le deuxième plus important composé après le dioxyde de carbone. Et ce que je vais essayer de vous retracer, c'est comment les scientifiques sont arrivés à cette conclusion et est-ce qu'il y a encore des incertitudes pour savoir si c'est le méthane ou le carbone suit qui est le deuxième composé qui réchauffe le plus la planète. Finalement, j'irai sur des conclusions et perspectives. Alors, on ne peut pas discuter de forçage radiatif sans regarder un peu un bilan énergétique de la planète. Ça se décompose en 2 parties. Une partie qui est la lumière incidente, qui est la lumière visible, et une partie qui est la partie infrarouge, la partie thermique qui est réémise par la planète. Quand on regarde les chiffres, ça sont des chiffres moyens globaux sur toute la planète en unité de watts par mètre carré. Et voici l'énergie incidence de 340 watts par mètre carré qui est réfléchie, qui est interceptée par les nuages, par des particules et qui est interceptée, qui est ensuite atteint la surface. Et une partie est réfléchie par cette surface, une faible partie, mais une grande partie de l'énergie est réémise en flux thermique vers l'espace. Ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est vraiment une très petite fraction de ces flux, puisque l'effet de serre représente que 2 à 3 watts par mètre carré. Donc c'est 2 à 3 watts qui sont emmagasinés ici, dans le thermique, par les gaz à effet de serre. Et quand on parle d'aérosol, c'est la radiation solaire en particulier. Le plus grand terme, le terme de la radiation solaire qui est interceptée par les aérosols. Il y a une petite partie dans l'infrarouge. Alors ce diagramme un peu chargé vous décrit le cycle du carbone suit. Il est intéressant à plus d'un titre, c'est de regarder par quelles sources sont émises le carbone suit. Alors bien sûr, il y a toutes les sources de combustion et les transports véhiculaires. On a la combustion de l'industrie, mais aussi toutes les activités qui peuvent être des activités résidentielles sous forme pour faire la cuisine ou le chauffage, et aussi des activités agricoles. Une grande part aussi du carbone suit est émis par les feux de savane et des feux qui sont principalement dans les tropiques. Il y a plusieurs siècles, les feux étaient principalement concentrés aux hautes latitudes et depuis l'intervention humaine pour essayer de restreindre ces feux, on voit que la distribution des feux a complètement changé, alors que les feux étaient principalement aux hautes latitudes il y a 3 ou 4 siècles. Maintenant, les feux sont plus dans les tropiques et souvent la cause est les savanes brûlées, qui sont des émissions qui sont causées par les activités humaines. Lorsque les aérosols sont émis, ils ne sont jamais émis comme une substance seule, ils sont émis avec un ensemble de gaz et d'autres d'aérosols. Et dans l'atmosphère, ils ont plusieurs effets, donc les effets sur la radiation dont je vous ai parlé, un effet qui a été décrit ce matin, l'effet indirect, le premier et deuxième effet indirect qui modifient les propriétés des nuages et qui tendent à plus réfléchir cette lumière vers l'espace, et aussi à changer la durée de vie de ces nuages. Il y a un autre effet dont on a moins parlé aujourd'hui, c'est l'effet d'essuie qui se dépose sur la neige et sur la glace
et qui change le pouvoir de la surface à réfléchir la lumière vers l'espace. Et donc, il y a une absorption sur ces surfaces. Et donc, ces impuretés qui sont dans la neige ont tendance à faire fondre plus rapidement la neige. Donc, la lumière qui est interceptée par l'aérosol peut être soit absorbée, soit diffusée. Le carbone suisse se distingue des autres aérosols par son absorption qui est très élevée. C'est vraiment la composante de l'aérosol qui absorbe le plus la lumière, et je vais énormément vous parler d'absorption. Donc c'est la fraction de la radiation totale qui est absorbée par le carbone suisse lorsque on parle. Lorsque l'on intègre ces informations dans un modèle de climat, on a un module optique, et donc on a besoin de connaître l'indice de réfraction, les propriétés de forme et de taille de l'aérosol. Ensuite, on se sert d'un calcul pour dériver des propriétés optiques, des propriétés qui nous renseignent sur la diffusion, sur l'absorption et la section efficace de ces aérosols. Et ensuite, on peut faire un calcul de transfert radiatif, et c'est ce que je vous présenterai vers la fin de cette conférence. Alors, qu'est-ce qui a changé dans notre compréhension du carbone suisse et notre représentation dans les modèles? Il y a 20 ans environ, les modélisateurs se représentaient les carbones suisses comme une sphère qui était de composition unique, et ils prenaient en compte la capacité du carbone suisse aux fortes humidités relatives à s'entourer d'eau, mais il n'y avait pas cette notion qu'on pouvait avoir un mélange interne, c'est-à-dire que l'on pouvait avoir différentes composantes de l'aérosol mélangées, et que dans ce cas, on a un cœur de carbone et une enveloppe d'aérosols qui sont beaucoup moins absorbants. Alors ça a une conséquence, il y a deux conséquences à cela. La première, c'est qu'on a un effet loupe ici. Donc ça a tendance à concentrer les rayons lumineux qui viennent intercepter cette section. Et donc on a beaucoup plus de capacité à intercepter la lumière, mais aussi vous voyez que la taille de l'aérosol change, la taille croît. Donc et la question principale que l'on a, c'est de combien augmente l'absorption lorsqu'on a l'aérosol dans cette configuration, c'est-à-dire un cœur de carbone suisse entouré d'autres composantes d'aérosol. Alors, quelles sont les propriétés de l'aérosol vis-à-vis de l'absorption? C'est que la plupart de l'aérosol qui nous intéresse va se trouver dans des tailles qui sont entre environ 50 nanomètres à 400 à 500 nanomètres. Pourquoi ces tailles nous intéressent le plus et pourquoi on a un maximum d'absorption? C'est que ce sont des tailles qui sont de même ordre que la longueur d'onde incidente, donc la radiation lumineuse entre 400 et 800 nanomètres. On a l'aérosol a une efficacité maximum à absorber pour ces longueurs d'onde. D'autre part, lorsqu'on va vers des aérosols de taille plus grande, la sédimentation a tendance à les faire tomber de l'atmosphère, donc ils vont être beaucoup moins présents dans l'atmosphère. Une autre information qui est intéressante, c'est d'avoir accès à la distribution verticale, savoir dans quelle couche se trouve l'aérosol. Alors on arrive à avoir cette information par le LIDAR, qui est une technique active. On a parlé de LIDAR ce matin, donc on envoie un faisceau lumineux et on analyse la réflexion de ce faisceau et on regarde quelle est la quantité de radiation qui n'est pas retournée par rapport à un calcul sans aérosol. Et ici, on regarde pour chaque couche d'un demi-kilomètre jusqu'à 500 mètres, entre 500 mètres et 1 kilomètre, et chaque couche d'un kilomètre, puis de 2 kilomètres, la distribution des aérosols vus par le LIDAR Calypso, qui est un LIDAR qui est spatial. Et ce que l'on voit, on note qu'il y a une très grande concentration d'aérosols au-dessus de l'Asie, à la surface, mais on voit aussi qu'il y a des zones qui apparaissent à plusieurs kilomètres, entre 1 et 2 kilomètres en particulier, qui sont les zones de feu de biomasse, parce que lors d'une combustion de feu de biomasse, l'aérosol est directement injecté en altitude, ce que l'on voit très bien ici. Par contre, on repère qu'au-dessus de l'Asie, on a de l'aérosol à peu près toutes les altitudes qui sont représentées ici, entre 0 et 4 kilomètres. Voilà, quand on regarde la colonne intégrée, c'est une image que vous aviez ce matin, qui est à comparer avec l'image qu'on avait ce matin, je crois que c'est une image du satellite MODIS qu'on avait ce matin.
Alors ici, ce qu'on représente, c'est des stations de mesure Aeronet, qui sont des stations, c'est une mesure optique qui permet de déduire certaines propriétés de l'aérosol, en particulier certaines propriétés optiques de l'aérosol, et nous allons nous servir de cela pour regarder l'absorption en particulier. Vous voyez que la distribution n'est pas du tout homogène et que ces stations sont plutôt concentrées vers les zones d'émission, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Parce qu'il y a un biais systématique, justement, dans la répartition de ces stations. Alors, la première constatation, une constatation récente qui a été faite dans un papier qui est une sorte qui fait le point sur l'étude de Carbon 3, en tous les cas de toute la partie modélisation et une bonne partie des mesures de Carbon 3 qui a été publiée en 2013, c'est que lorsque l'on compare l'absorption des modèles avec l'absorption mesurée comme par un réseau, par exemple par un réseau Aeronet, les modèles sous-estiment complètement cette absorption. Ici, ce qu'on représente, c'est le rapport entre l'absorption mesurée divisé par l'absorption dans les modèles. Donc, vous voyez une surestimation d'un facteur 2 à 3 de l'absorption. On va essayer de comprendre ça mieux et d'essayer de le représenter dans les modèles. Alors, quel est le devenir dans le temps du carbone suit? D'abord, à l'émission, c'est une chaîne de sphérules, comme ceci. Donc, vous voyez un objet qui n'a pas du tout la géométrie d'une sphère. Mais ensuite, par condensation des gaz et aussi par coagulation d'autres aérosols, on va de plus en plus aller dans une forme de sphère. Donc on arrive un peu dans la configuration que je vous ai montrée au début, où on a quelque chose qui a à peu près la forme d'une sphère au centre et qui est entouré par un aérosol non absorbant, une enveloppe autour. Alors, on a à la fois un accroissement de la taille et une efficacité d'absorption qui augmente lorsqu'on a cette géométrie. Et toute la question va être d'estimer l'efficacité de l'absorption de cet assemblage par rapport à l'efficacité d'absorption d'une simple sphère de carbone suie. Donc, à chaque fois que vous verrez ce sigle, c'est pour ce qu'on appelle l'amplification de l'absorption, enhancement en anglais. Donc on essaye de comprendre de combien est amplifiée l'absorption par le fait qu'on a une enveloppe autour de ce même cœur de carbone suie. Alors, là je vais vous présenter à la fois des résultats de calcul optique et des mesures de ces propriétés. Alors tout d'abord, un calcul optique. Lorsque vous prenez cette géométrie et que vous mettez en abscisse, vous représentez en abscisse le diamètre du cœur en nanomètres, en centaines de nanomètres, et vous avez le diamètre de l'enveloppe en ordonnée, vous pouvez séparer 5 régions en fonction de la valeur de cette amplification de l'absorption. Donc combien l'absorption est accrue par rapport au simple cœur. Et ce qui a été publié c'est toujours du travail du groupe autour de Tammy Bond, c'est que de ces 5 régions, les régions qui physiquement sont les plus probables pour l'aérosol sont les régions 3 et 4. Et donc on voit que dans la région 4, quand on augmente le diamètre de l'enveloppe et qu'on augmente le diamètre du cœur, on reste à des valeurs qui sont autour de 1,5. Ça, c'est l'amplification de l'absorption. Donc ça avait conduit les modélisateurs dans un premier temps à dire on a une solution très simple dans nos modèles. Au lieu d'avoir une représentation extrêmement complexe de cet assemblage de différents aérosols, on va simplement augmenter l'absorption de 50% pour représenter nos calculs de transfert radiatif. Or, la réalité est tout autre quand on fait des mesures d'amplification de l'absorption. Ça, ce sont des mesures qui ont été faites très récemment en fonction de l'heure de la journée, qui montrent que la photochimie stimule l'absorption du carbone suivant. Vous voyez que les valeurs d'amplification ne sont pas les mêmes la nuit, qui sont ces valeurs ici, que les valeurs de jour. On a plutôt des valeurs de jour qui sont de l'ordre de 2,5 et des valeurs de nuit qui sont de l'ordre de 1,6.
D'autre part, il semble y avoir une dépendance en fonction de la composition qui est associée à ce carbone élémentaire. Est-ce que c'est des sulfates ou est-ce que c'est de l'ammonium ou est-ce que c'est des nitrates? Alors les auteurs ont poussé un peu plus l'étude pour voir quelle était la corrélation avec l'espèce qui constituait l'enveloppe. Et ce que l'on voit ici, c'est que la corrélation est très bonne avec les sulfates, avec l'ammonium, et un peu moins bonne avec les nitrates, par exemple. Alors la controverse continue parce que différentes publications rapportent différents facteurs d'absorption. Mais maintenant, les dernières mesures ont l'air de converger. En 2012, Kappa et al. Ont fait des mesures de l'air ambiant en Californie pour montrer que l'absorption s'est seulement augmentée de 6%. Donc le facteur aurait été 1,1 environ, 1,05. Liu et al. Plus récemment a fait des mesures près de Londres au Royaume-Uni et a trouvé une amplification de l'absorption de 1,4, alors qu'un facteur 2 est avec une variation diurne, donc c'est cet auteur, c'est Q et al., j'ai oublié de le marquer dans les transparents précédents, qui a fait les mesures que je viens de vous présenter. D'autres mesures viennent d'être publiées par Peng et al. Qui vont dans cette même direction. Ici, ce qu'on regarde, c'est l'accroissement du diamètre de la particule à partir du diamètre que l'on aurait si on n'avait que le carbone suit. Donc ici, le diamètre, ça veut dire qu'on a doublé le diamètre quand le delta D sur D est égal à 1. On arrive au double du diamètre, on voit que l'absorption est environ de 2 dans ces conditions et pour différentes compositions de l'aérosol. Alors, comment on arrive à comprendre un peu pourquoi les mesures semblent donner des résultats différents? On arrive à le comprendre quand on regarde les campagnes de mesure et qu'on se place dans des sites différents. Par exemple, à Pékin, en fonction du moment où l'émission s'est produite, on voit qu'au bout de 5 heures, l'aérosol a complètement évolué entre cette forme-là à cette forme-là, ce que je vous ai décrit depuis tout à l'heure. Par contre, si on se met au sud des États-Unis, près du golfe de Mexique, au Texas, à Houston, vous voyez que ça prend environ 5 fois plus de temps, 5 à 6 fois plus de temps pour arriver dans cette configuration. Donc il semble que la composition chimique et les variables environnementales ont une grande importance dans le temps que prend l'aérosol à arriver à être entouré de cette enveloppe. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'air de converger vers les mêmes amplifications de l'absorption. C'est-à-dire qu'en fonction du temps et en fonction du lieu, si on attend suffisamment longtemps, on va arriver à une amplification de l'absorption qui est d'environ de 2 ou un peu plus que 2. Alors maintenant, regardons comment on peut intégrer cette information dans des modèles, ce qu'on appelle des modèles globaux, des modèles de circulation générale ou des modèles de système Terre qui ont une représentation de l'aérosol. Je vais vous donner d'abord, en 3 transparents, vous décrire un peu comment ces modèles sont construits et leurs limites. Les modèles actuels que nous utilisons ont des résolutions dans les grilles les plus fines, et je vous en présenterai certaines, qui sont de l'ordre de 30 km ou 50 km de côté. En général, les résultats dans les rapports du GIEC, du changement climatique, sont des modèles qui sont de 100 à 200 km de côté. Alors les verrous qui sont rencontrés actuellement, c'est d'avoir cette géométrie au pôle où les grilles se resserrent. Et ce sont des verrous qui ne nous permettent pas de bien paralléliser et donc ne nous permettent pas d'intégrer des centaines d'années de climat. On arrive à faire quelques simulations de 100 à 1000 ans, mais on aimerait en faire des dizaines, voire des centaines de simulations ou intégrer de beaucoup plus longues périodes de l'ordre de 100 000 ans. Donc on arrive à calculer sur 2000 à 4000 cœurs, voire 500, ça correspond à 500 à 1000 processeurs de calcul. Donc si on veut aller vers des calculs sur des échelles beaucoup plus précises, où on peut beaucoup mieux comparer à la mesure, il faut faire appel à des grilles qui ont des géométries différentes. Et c'est ce qui a été mis en place à la fois dans un groupe en Allemagne, à DLR, mais aussi dans notre laboratoire qui fait partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Maintenant, nous avons un projet où on utilise des grilles icosaédriques qui nous permettent de placer nos calculs, qui nous permettront de placer nos calculs sur 100 000 cœurs. Pour l'instant, on en adresse 10 000, voire 20 000.
et on va aller vers des résolutions bien meilleures, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va descendre jusqu'à la dizaine de kilomètres, qui est un peu en limite de la physique que nous utilisons en ce moment. D'autre part, on va réussir à faire des simulations paléoclimatiques de l'ordre de 20 000 ans, ce qui va nous permettre d'expliquer ou de tenter d'expliquer les transitions entre périodes glaciaires et interglaciaires et de regarder comment les différents gaz à effet de serre, les différentes particules, les aérosols, mais aussi la biogéochimie a varié pendant ces périodes. Donc il y a un véritable défi à la fois technologique et scientifique d'aller vers ces mailles et d'aller vers ces modèles qui sont un raffinement de l'icosaèdre. On est en très bon chemin, on pense que dans 2 ans environ, ces modèles seront en place et on pourra calculer avec ces modèles. Donc on est très optimiste à cause des progrès que font certains dans le parallélisme de ces solutions. Alors maintenant, avoir un tel modèle n'est pas suffisant, il faut aussi avoir une représentation de l'aérosol. Comme vous l'avez vu ce matin, la taille de l'aérosol est importante, donc il faut représenter la nucléation, le mode Dakin qui est intermédiaire, le mode d'accumulation qui est sous-micronique, le mode gros grossier et un mode qui est beaucoup plus gros pour les sels marins. Ici, on a codé en couleur les différentes composantes de l'aérosol, donc on a toutes ces composantes qui soit produisent, soit nous permettent de calculer la matière organique particulière, le carbone suie, les sulfates, les nitrates, voire suivre les sels marins. L'astuce que nous utilisons, c'est que pour chaque mode, nous savons quelle est la fraction de la masse, combien la fraction de la masse est constituée par chacune des composantes. Et à l'aide d'une distribution log normale, ça nous permet de suivre le nombre d'aérosols. Et donc, à chaque modification ou par chaque processus, toutes ces variables sont modifiées dans le modèle. Une autre astuce qu'on a utilisée pour les calculs que je vais vous présenter, c'est à la fois de se servir de grilles régulières, donc un maillage serré régulier de l'ordre de 150 par 150 km, ou alors de placer un zoom sur une région, ce qui détend un peu les contraintes sur une autre région. Donc là, on arrivait à des résolutions sur l'Asie qui nous intéressaient particulièrement pour le carbone suie, de 50 par 50 km. Ensuite, on a fait une troisième chose, qui est d'utiliser un modèle local sur l'Asie, sur une région de l'Asie, à une échelle de 10 km, et de faire une descente d'échelle entre ces résolutions et l'échelle de 10 km, comme je vais vous le montrer un peu plus loin. Alors la deuxième chose qu'il fallait faire, c'est rendre compte de cette amplification de l'absorption. On estime que l'amplification de l'absorption a 2 causes. Une qui est de l'ordre photochimique, comme on l'a montré, qui est dépendante de la concentration d'oxydants, en particulier du radical hydroxyde, qui est le principal oxydant de l'atmosphère. Donc c'est avec une constante de vie relativement rapide, de 2,5 jours. Et un autre phénomène qui est le phénomène de coagulation, la coagulation des aérosols entre eux. Donc on utilise une constante de temps beaucoup plus longue, de 20 jours, et ces constantes de temps sont calibrées par rapport à des mesures qui ont eu lieu dans l'océan Pacifique. Les mesures de la campagne HIPPO, qui est une campagne aéroportée, où il y a eu des mesures de tout le profil vertical du carbone suie. Ensuite, il faut être capable de calculer les paramètres optiques d'un mélange. Donc ici, on utilise ce qui s'appelle l'approximation de Maxwell-Garnett. Donc on calcule un indice de réfraction complexe à partir des indices de réfraction de l'aérosol non absorbant, mais aussi du carbone suie, avec les fractions de volume qui vont bien. Une fois que l'on a mis tout ça dans le modèle et qu'on simule pour quelques années avec des inventaires d'émissions du carbone suie ad hoc, qui a été beaucoup travaillé sur l'Asie, on peut calculer l'absorption du carbone suie. On arrive à ces cartes-là, qui ressemblent... Lorsqu'on regarde une distribution de l'absorption à partir des mesures aéronettes, vous reconnaissez certaines choses qui ressemblent à la distribution que vous voyez de l'épaisseur optique, mais là, on est en absorption. Donc, c'est surtout les aérosols qui absorbent qui font cette distribution. Donc, on voit moins les poussières désertiques, ce qui est normal parce que ça absorbe moins que le carbone suie. Mais on voit très bien délinéer les régions où le carbone suie est émis.
Et on voit qu'on a des valeurs beaucoup plus petites. On a des valeurs d'absorption de l'épaisseur optique qui sont de l'ordre de 10-2, parce qu'on ne regarde que le terme d'absorption. Alors, une autre chose à laquelle on est confronté pour se comparer aux mesures, c'est que notre descente d'échelle à 10 km nous a permis de regarder comment étaient positionnées les stations de mesure. Et ça en a permis de faire cette remarque intéressante. Cela nous a permis de montrer que les derniers 10% de la distribution, où l'épaisseur optique d'absorption était échantillonnée par les stations, représente 45% des stations. Si on avait une distribution des stations qui représentait bien la distribution, on devrait avoir des valeurs constantes sur tous les intervalles de 10% de l'épaisseur optique. Et ce que vous voyez, c'est que les stations telles qu'elles sont distribuées, ces stations du réseau Aeronet, sont tout à fait biaisées vers les très fortes valeurs. Donc il a fallu aussi rendre compte du fait que ces stations sont biaisées vers des hautes valeurs de l'épaisseur optique d'absorption. Alors voilà comment on juge du travail que l'on a fait. On s'est servi de différents inventaires d'émissions et de différentes résolutions pour aller d'un inventaire d'émissions duquel on est parti et une résolution pas très bonne du modèle où on avait un biais de 66% sur l'épaisseur optique d'absorption. Et ce qu'on a montré en faisant une descente d'échelle et en allant vers un inventaire où on résout beaucoup mieux l'ASI, c'est qu'on a diminué le biais jusqu'à 5% sur l'ASI, et le biais est toujours de 46% sur le reste du monde. Donc on voit qu'on diminue d'un biais de 66%, on arrive à un biais moyen de 36% sur l'épaisseur optique d'absorption. Ensuite, on a corrigé de ces biais pour estimer l'effet radiatif et corrigé aussi du fait que les stations étaient distribuées avec un certain biais. Et on s'est comparé, donc voici, suivant les différentes méthodes, les valeurs du forçage radiatif que l'on obtient. Donc ça, c'est le forçage radiatif au sommet de l'atmosphère. Le chiffre duquel on partait, qui a été publié et qui sert de référence, c'est ce chiffre-là avec cette incertitude. Donc on part de 0,75 watts par mètre carré. Et une fois qu'on a fait toutes nos corrections avec le modèle, on arrive à un chiffre plus faible, environ 0,55, 0,6. Mais ce qui nous fait encore plus plaisir, c'est qu'on a réduit l'incertitude autour de cette valeur. Alors ça, c'est capital, comme je vous l'ai dit au début, c'est qu'avoir un bon raffinement de ce chiffre-là vous permet de savoir ou de décider quel effort dans quelle mesure il faut essayer de réduire les concentrations de carbone suie, voire des autres aérosols dans l'atmosphère. Un autre résultat qui est intéressant, c'est de voir une carte de forçage radiatif au 10 km par 10 km. Et ce que vous voyez ici, c'est sur des régions entières, on a un forçage radiatif qui est de plus que 5 watts par mètre carré, alors que je vous rappelle que le forçage des gaz à effet de serre est de 2 à 3 watts par mètre carré. Donc on a des régions entières où l'aérosol de carbone suie a un forçage beaucoup plus grand que les gaz à effet de serre. Et maintenant, il s'agit de comprendre d'un point de vue climatique les implications d'un tel forçage. Alors pour essayer de comprendre cela, on essaye déjà de regarder d'un point de vue de température comment la courbe de température est changée par le fait d'avoir une couche d'aérosol. Si vous représentez la couche d'aérosol de carbone suie ici, vous allez avoir une augmentation de la température due à l'absorption dans cette couche, mais aussi au-dessus de la couche. Par contre, étant donné l'interception du rayonnement en ondes courtes dans cette couche, vous allez refroidir la couche d'atmosphère qui est en dessous de votre couche d'aérosol. Mais cette couche d'atmosphère fait quelques centaines de mètres et vous allez réchauffer toute la colonne qui est au-dessus de votre couche de carbone suie. Et finalement, j'aimerais finir par vous donner les axes de recherche qu'on en a pour le futur et certains axes de recherche qui paraissent prometteurs. Ce que ces recherches montrent, c'est que le réchauffement causé par le carbone suie se situe principalement dans l'hémisphère nord. Ça, on en a une quasi-certitude. On appelle ça very likely dans le rapport IPCC, donc c'est très probable. La conséquence d'un tel réchauffement qui est hémisphérique, c'est qu'on
on tire vers le nord la zone d'interconvergence tropicale. Et ça, c'est très important parce que c'est la zone, c'est une zone essentielle du système climatique où se passe la plupart des précipitations dans les tropiques. S'il y a une migration vers le nord de cette zone, ça veut dire qu'on humidifie au nord et qu'on assèche au sud de cette zone. Une autre chose qui a besoin d'être beaucoup plus étudiée, c'est comment ces aérosols absorbants peuvent entraîner des changements de circulation au-dessus du plateau tibétain et par obscurcissement de la neige, et aussi l'importance de cet effet pour la fonte des glaciers qui n'est pas encore bien quantifiée. Donc ça, je pense que c'est en ce moment et dans le futur, ça va être une activité très importante. Le carbone suie sur la neige aux moyennes latitudes conduit à une fonte précoce au printemps qui réduit la couverture de neige dans certaines régions. Ça, c'est quelque chose qu'on voit bien d'un point de vue physique, mais qu'il faut beaucoup mieux quantifier, parce que c'est important. Si on a moins de surface enneigée, on absorbe plus d'énergie dans le système Terre, et donc il faut absolument quantifier ça. Et voici l'ensemble des questions sur lesquelles on va se pencher dans les prochaines années et sur lesquelles notre travail va se concentrer. Je vous remercie.